Le message n'est pas arrivé avec douceur. Il n'y a eu aucun avertissement préalable, aucune conversation difficile autour d'une table, et certainement aucune de ces manières élégantes que l'on attend des gens qui vous ont élevé. Il a atterri sur mon écran comme une sentence de mort. Une exécution numérique, froide et silencieuse. Je m'appelle Mélusine. J'ai 32 ans, et jusqu'à il y a exactement 10 minutes, je croyais naïvement être la colonne vertébrale de ma famille. Je pensais que ma sueur, mes insomnies, mes sacrifices financiers et mes nuits blanches étaient la colle invisible qui maintenait notre héritage en un seul morceau. J'avais tort. On m'a jeté comme un vieux chiffon sale après avoir nettoyé tout le désordre. Mais ce qu'ils ont oublié dans leur arrogance, c'est que le chiffon sale était la seule chose qui bouchait le trou dans la coque du navire. Ils ont célébré mon départ avec un emoji. Un petit chapeau de fête ridicule. Ils ne savaient pas que cet emoji allait leur coûter exactement 380 000 € et la totalité de leur réputation. Avant de plonger dans les détails de cette trahison et de voir comment le château de cartes s'est effondré, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. J'adore savoir d'où vous écoutez ces histoires. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? C'est fascinant de voir à quel point nous sommes connectés. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on pousse la personne la plus loyale à bout. C'était un dimanche soir, le genre de dimanche soir typique de la Normandie, lourd, pluvieux et gris. La tempête frappait les vitres de mon petit appartement en location à Le Havre avec une violence rythmée, comme si le ciel lui-même essayait de me prévenir de ce qui allait arriver. J'étais affalée sur mon canapé beige, celui avec la tache de café sur la coudoir que je n'avais jamais eu le temps de nettoyer. Mes muscles étaient douloureux, une douleur sourde et lancinante qui s'installait dans mes épaules après une semaine infernale. Je venais de terminer une double journée, d'abord mon vrai travail en tant que contrôleur de gestion dans une grande entreprise logistique du port, suivi immédiatement d'un trajet de 40 minutes sous la pluie pour rejoindre Fécamp, où j'avais passé la soirée à gérer les crises du restaurant familial, le Héron Bleu. Il était 23h15. J'avais les yeux rivés sur le plafond, essayant de rassembler assez d'énergie pour aller prendre une douche. La télévision bourdonnait en arrière-plan, une émission de télé-réalité stupide que je ne regardais même pas, juste pour avoir une présence humaine dans la pièce. Soudain, mon téléphone a vibré sur la table basse. Une vibration longue, agressive. Pas un appel. Une notification groupée. J'ai tendu la main avec un instinct neutre. Je pensais que c'était le chef, Marceau, qui avait oublié de me signaler une rupture de stock pour la commande du lendemain. Ou peut-être ma mère, Ghislaine, paniquant parce qu'elle ne trouvait pas son écharpe en soie préférée. J'ai déverrouillé l'écran. La lumière bleue a piqué mes yeux fatigués. C'était une notification du groupe WhatsApp familial, ironiquement nommé « La famille Héron ». Le message venait de mon père, Rodolphe. Je l'ai lu une fois. J'ai cligné des yeux, frotté mes paupières lourdes et je l'ai relu. Les mots ne changeaient pas. Ils me fixaient, noir sur blanc, tranchant comme des lames de rasoir. Il avait écrit « Mélusine, après avoir discuté longuement avec ta mère et Oriane, nous avons réévalué la structure de gestion du restaurant. Nous avons décidé que tes services ne sont plus requis ici. Ton approche est trop rigide et ne correspond plus à la nouvelle vision que nous voulons développer. Tu devrais prendre tes distances. Oriane reprendra la gestion financière dès demain matin. Pas de « bonsoir ». Pas de « comment vas-tu » et surtout, absolument aucun « merci ». Rien. Juste une instruction clinique, froide, administrative, pour m'expulser d'un espace que j'avais tenu à bout de bras, financièrement et émotionnellement, pendant 3 années longues et épuisantes. Je me suis redressée, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé dans une cage trop petite. Mes pouces ont survolé le clavier. Je voulais taper 1000 choses. Je voulais hurler. Je voulais demander, c'est une blague? Je voulais lister tout ce que j'avais fait pour rien que cette semaine, la renégociation du contrat d'assurance, le paiement en urgence du fournisseur de légumes avec ma propre carte bleue parce que le compte pro était à sec, le règlement du conflit avec le syndicat des serveurs. Mais avant que je puisse taper une seule lettre, j'ai vu les 3 petits points dansant indiquant que quelqu'un d'autre écrivait. J'ai attendu. C'était ma mère. Sûrement, elle allait adoucir le coup. Sûrement, elle allait intervenir et dire « Rodolphe, tu es trop dur, on ne parle pas comme ça à sa fille. » Ou peut-être « Mélusine, viens dîner demain, on va t'expliquer. » Les points ont disparu.
Ghislaine n'a rien écrit. Le statut est passé à « vu ». Son silence était plus lourd que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu me lancer. C'était un silence qui confirmait sa complicité. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas surprise. Elle faisait partie du plan. Elle était d'accord pour me jeter au loup. Puis, le coup de grâce a atterri. Une notification est apparue sous le texte de mon père. Ma petite sœur, Oriane. La princesse de la famille. L'enfant doré. Elle n'avait pas tapé une défense. Elle n'avait pas posé une question choquée. Elle avait simplement réagi au message de licenciement de mon père avec un emoji. C'était l'emoji « chapeau de fête ». Le petit visage jaune avec un chapeau pointu et un sifflet, entouré de confettis. Suivi immédiatement d'un GIF animé d'une bouteille de champagne qui explose. J'ai fixé ce petit graphique minuscule. Un chapeau de fête pour mon licenciement. Une bouteille de champagne pour mon éviction. Ce simple symbole en disait plus que n'importe quel long paragraphe. Il me disait que mon départ n'était pas une triste nécessité économique pour eux. C'était une victoire. Ils ne me laissaient pas simplement partir. Ils célébraient mon absence. Ils fêtaient la fin de ma surveillance, la fin de ma rigueur, la fin de la seule personne qui leur disait non. J'ai senti un froid glacial m'envahir, partant du bout de mes doigts et se propageant jusqu'au centre de ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. La tristesse est chaude, humide et désordonnée. C'était de la clarté. C'était glacé, chirurgical et tranchant. J'ai réalisé dans cette seconde précise que je me battais une guerre pour des gens qui espéraient secrètement ma défaite. J'étais le soldat qui défendait le château, et les rois et reines à l'intérieur me tiraient des flèches dans le dos. Je refusais d'argumenter. Je refusais de mendier pour une place que j'avais gagnée par des années de sacrifice. Ils pensaient que j'étais un obstacle ? Très bien. Je serais le vide. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'air vicié de mon appartement, et j'ai tapé ma réponse. J'ai gardé ça simple, calme et définitif. J'en prends note. Je respecterai cette décision et je me retirerai entièrement de la famille et des affaires. Bonne chance avec la nouvelle vision. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone face contre table. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté à travers la pièce. Je me suis levée et j'ai marché vers la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau, ma main était parfaitement stable. Je l'ai bu lentement, sentant le liquide frais glisser dans ma gorge. Leur message disait que mes services n'étaient plus requis. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que mes services impliquaient réellement. Ils pensaient que je n'étais qu'une comptable ennuyeuse. Ils avaient oublié que j'étais aussi leur banque. Il était minuit passé de 5 minutes. Le silence dans mon appartement était assourdissant, seulement brisé par le ronronnement du réfrigérateur. J'ai marché vers ma chambre et je me suis assise à mon bureau. Il était temps de travailler. Pas pour eux. Pour moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a clignoté, illuminant la pièce sombre d'une lueur spectrale. J'ai navigué vers le site web de ma banque privée. Mes doigts volaient sur les touches, entrant mon identifiant et le mot de passe complexe que je changeais tous les 90 jours par sécurité. L'authentification à 2 facteurs a fait vibrer mon téléphone. J'ai entré le code sans hésitation. Le tableau de bord s'est chargé. Et là, il était. Le compte sacré. Le libellé indiquait « Compte d'épargne nanti, garantie de passif ». Ce compte était à mon nom. Uniquement à mon nom. Il avait été construit avec mon crédit, ma sueur et mon histoire. Il contenait exactement 380 000 euros. 300 000 euros provenaient de l'héritage direct de ma grand-mère maternelle, Mamie Odette. Elle était décédée 5 ans plus tôt, et dans un acte de clairvoyance qui me semblait aujourd'hui prophétique, elle avait légué cet argent directement à moi, sautant la génération de ma mère, parce qu'elle savait. Elle savait que Rodolphe et Ghislaine étaient des paniers percés. Les 80 000 euros restants, c'étaient mes économies personnelles. Chaque centime que j'avais mis de côté depuis que j'avais commencé à travailler à 22 ans. Ce chiffre, 380 000 euros, n'était pas juste des pixels sur un écran. C'était ma vie. C'était la maison en Bretagne que je n'avais pas achetée. C'était les voyages au Japon que je n'avais pas faits.
C'était ma sécurité, ma retraite, ma liberté. Et pourtant, cet argent était bloqué. Gelé. Il servait de collatéral, de garantie financière pour chaque ligne de crédit que le restaurant, le Héron Bleu, utilisait actuellement. C'était la digue qui empêchait l'océan de dette d'engloutir l'entreprise de mon père. Grâce à ce nantissement, la banque autorisait un découvert massif de 300 000 € pour payer les salaires, les fournisseurs de marée, l'électricité et les caprices d'Oriane. J'ai regardé le solde. J'ai pensé à la maison que je voulais acheter l'année prochaine. J'ai pensé à ma liberté. Puis j'ai pensé à l'emoji chapeau de fête d'Oriane. J'ai cliqué sur l'onglet Gestion des garanties. Une fenêtre pop-up rouge est apparue. Attention. La révocation du nantissement entraînera la déchéance immédiate du terme pour les prêts associés. La banque exigera le remboursement intégral et immédiat des sommes dues par l'entreprise garantie. Cette action est irréversible. Voulez-vous continuer? J'ai fait une pause pendant exactement 1 seconde. Pas par hésitation, mais pour savourer le moment. Je me suis souvenu d'une conversation la semaine dernière. Mon père, un verre de Calvados à la main, riant avec un client. Mélusine? Oh, elle est utile pour la paperasse, mais elle n'a pas l'âme d'une entrepreneuse. Elle est trop prudente. C'est Oriane qui a le feu sacré. Utile pour la paperasse. Trop prudente. J'ai souri. Un sourire froid, sans joie. Eh bien, papa, ai-je chuchoté dans la pièce vide, voyons comment l'entrepreneuse au feu sacré se débrouille sans mon filet de sécurité. J'ai cliqué sur « Confirmer la révocation ». Le système a tourné pendant quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. Puis, une coche verte est apparue. Transaction validée. Les fonds ont été débloqués et transférés vers votre compte courant personnel. Les notifications ont été envoyées aux parties concernées. Je n'ai pas arrêté là. J'étais en mode chirurgical. Je suis allé sur l'onglet des utilisateurs autorisés des cartes de crédit d'entreprise, que je garantissais personnellement. J'ai vu le nom de mon père. Supprimé. J'ai vu le nom d'Oriane, que j'avais bêtement ajouté le mois dernier pour qu'elle puisse acheter des décorations urgentes. Supprimé. J'ai vu le lien automatique vers le système de paie du restaurant. Déconnecté. J'ai passé l'heure suivante à démanteler méthodiquement le filet de sécurité financière que j'avais tissé autour d'eux. J'ai révoqué chaque clé numérique, chaque mot de passe partagé, chaque accès administrateur. Je l'ai fait avec la précision d'un médecin légiste pratiquant une autopsie. Sauf que le patient était encore vivant, il ne le savait juste pas encore. À 1h30 du matin, j'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence dans mon appartement avait changé de texture. Il n'était plus oppressant. Il était paisible. Propre. J'avais viré ma famille. J'avais récupéré mon héritage. Et pour la première fois en 3 ans, je pouvais respirer sans sentir le poids d'une enclume sur ma poitrine. Je me suis glissé sous ma couette, écoutant la pluie battre contre la vitre, et j'ai dormi du sommeil du juste. Mais je savais que le réveil serait brutal. Pas pour moi. Pour eux. Le lendemain matin, le soleil ne s'est pas levé. C'était toujours la Normandie grise et pluvieuse, mais le monde me semblait plus net, plus coloré. Je me suis réveillée à 7 heures, j'ai pris une longue douche chaude, et j'ai mis mon meilleur tailleur bleu marine. Je n'ai pas vérifié le groupe WhatsApp. Je n'ai pas vérifié les caméras de sécurité du restaurant, une habitude obsessionnelle que j'avais développée au fil des ans pour m'assurer que le personnel était à l'heure. Ce n'était plus mon problème. J'ai appelé mon patron à la logistique et j'ai posé une journée de congé d'urgence. Puis, j'ai conduit jusqu'au centre-ville de Fécamp. Je me suis garée et je suis entrée dans l'étude de Maître Cyprien, le notaire. Maître Cyprien était une institution dans cette ville. C'était un vieil ami de ma grand-mère, un homme de peu de mots avec des cheveux argentés et un costume qui sentait le vieux papier et la cire à cacheter. Il m'avait aidé à mettre en place le cadre juridique complexe pour protéger mon héritage des griffes de mon père 3 ans auparavant. Quand je suis entrée dans son bureau, il a levé les yeux de son bureau en acajou encombré de dossiers. Il a vu mon visage, a ôté ses lunettes de lecture et a fait un geste vers le fauteuil en cuir face à lui. « Mélusine, dit-il, sa voix grave et rassurante. Tu es ici tôt. Est-ce que Rodolphe a encore fait une bêtise ?
Non, maître, dis-je en m'asseyant et en posant mon téléphone éteint sur son bureau. C'est fini. Ils m'ont viré par SMS hier soir. Les sourcils broussailleux de Cyprien se sont levés. C'était le maximum d'émotion que j'avais jamais vu chez lui. Viré? Tu n'es pas une employée, mais l'usine. Tu es la garante. Il semble t'avoir oublié ce détail crucial. J'ai hoché la tête. J'ai retiré le collatéral cette nuit. Les 380 000 € sont de retour sur mon compte personnel. J'ai besoin que vous rendiez cela officiel et incontestable. Maître Cyprien s'est adossé dans son fauteuil. Il a joint ses mains et m'a regardé longuement par-dessus ses lunettes. Si tu fais ça, Mélusine, les dominos vont tomber très vite, dit-il doucement. Sans cette réserve de capital, la banque va dénoncer les prêts dans les 24 heures. Les fournisseurs vont exiger du paiement comptant. Ce sera la liquidation judiciaire en quelques semaines. Je sais, répondis-je, ma voix ne tremblant pas d'un millimètre. Mais je ne suis plus disposée à être la seule chose qui se tient entre eux et la catastrophe. Ils ont choisi Oriane. Ils ont choisi la vision. Laissez-les payer pour cette vision. Je veux une rupture nette, continuai-je. Je veux un document juridique stipulant que je n'ai absolument aucun rôle, aucune responsabilité, et aucune autorité dans le Héron bleu. Effectif immédiatement. Cyprien a hoché la tête lentement. Un petit sourire, presque imperceptible, a touché le coin de ses lèvres. Intelligent. Si le navire coule, tu ne veux pas être menotté au bastingage. Ta grand-mère serait fière de toi aujourd'hui. Elle savait que ce jour arriverait. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger le document. Il était intitulé « Notification de cessation de soutien et de responsabilité ». C'était froid. C'était professionnel. C'était brutal dans sa clarté. J'y déclarais que je mettais fin à tout rôle légal et financier. Je stipulais clairement que je ne serais pas disponible pour consultation, négociation financière, direction opérationnelle ou financement d'urgence. Maître Cyprien a scanné le document final et l'a envoyé par courrier recommandé électronique avec accusé de réception à mes parents, à Oriane, et une copie à la banque. Tu sais, dit-il en me raccompagnant à la porte, la plupart des gens auraient appelé en hurlant. Tu fais ça avec une dignité effrayante, Mélusine. La dignité coûte cher. Au contraire, maître, répondis-je en ouvrant mon parapluie. Elle vient de me rapporter 380 000 €. Je suis sortie dans la rue. Il était 10 heures du matin. Je me sentais légère, comme si la gravité avait moins d'emprise sur moi. Je n'avais rien mangé depuis la veille. Je suis entrée dans une petite boulangerie face au port, j'ai commandé un café crème et un croissant au beurre. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les mouettes se battre contre le vent au-dessus des chalutiers. J'ai trempé mon croissant dans le café. C'était le meilleur petit déjeuner de ma vie. Et pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas ressenti l'urgence de courir. J'étais libre. Mais alors que je savourais la dernière bouchée, mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à vibrer sur la table en formica. Ce n'était pas un message. C'était un appel. Et ce n'était pas ma famille. C'était Monsieur Kermarek, notre plus gros fournisseur de fruits de mer. Et il n'appelait jamais pour dire bonjour. Pour comprendre pourquoi je pouvais savourer ce croissant avec une telle froideur pendant que le monde de mes parents s'apprêtait à brûler, vous devez comprendre dans quoi j'ai mis les pieds il y a 3 ans. Vous devez comprendre l'odeur d'un restaurant qui meurt. Il y a 3 ans, le Héron bleu n'était pas juste en difficulté, il pourrissait sur pied. Je vivais à Paris à l'époque, travaillant comme analyste junior, construisant une vie loin de l'humidité normande et des drames familiaux. Mais les appels ont commencé. Pas pour demander de l'argent au début. Juste pour se plaindre. Les fournisseurs sont des voleurs, disait mon père au téléphone, sa voix pâteuse. Les clients n'ont plus de goût, soupirait ma mère. Je suis rentrée pour une visite à Noël, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Le restaurant, qui avait été la fierté de mon grand-père, ressemblait à un fantôme. La peinture s'écaillait. L'enseigne extérieure avait des lettres grillées, on lisait le Héron B.U. Mais la véritable horreur était dans le bureau arrière. Une nuit, après que mes parents soient rentrés chez eux, je suis allée dans le bureau pour vérifier mes emails. Le bureau était une zone de guerre.
Des enveloppes non ouvertes étaient empilées en tours précaires qui menaçaient de s'effondrer. J'en ai ouvert une. Dernier avis avant coupure, électricité. J'en ai ouvert une autre. Mise en demeure, URS SAF. J'en ai ouvert une troisième. Avis d'huissier. J'ai commencé à creuser. J'ai tiré des tiroirs qui étaient bloqués par le papier. J'ai trouvé des factures datant de 6 mois. J'ai trouvé des avis d'imposition qui n'avaient même pas été décachetés. C'était le chaos absolu. C'était la manifestation physique du déni. Mon père, Rodolphe, gérait l'endroit au charisme et à la nostalgie. C'était le genre d'homme qui achetait une bouteille de Grand Cru à 300 € pour célébrer un mardi soir avec des « copains » qui ne payaient jamais leur addition, alors que la machine à glaçons était en panne et fuyait sur le sol de la cuisine. Il refusait de regarder les tableaux Excel. Il les appelait « énergie négative ». Ma mère, Ghislaine, n'était pas mieux. Elle traitait l'entreprise comme son club social privé. Elle offrait des repas à ses amis du bridge, donnait du vin gratuit aux voisins pour paraître généreuse, et se demandait ensuite pourquoi la caisse était vide à la fin de la nuit. Je ne pouvais pas le regarder mourir. C'était mon erreur fatale. Je tenais trop à l'histoire, au nom sur la porte, au souvenir de ma grand-mère. Alors, j'ai pris une décision stupide. Je suis revenue. Je n'ai pas dit que je venais pour les sauver. J'ai dit que je voulais un changement de rythme, me rapprocher de la mer. J'ai trouvé ce job à Le Havre, gardé mon indépendance, mais j'ai commencé ma double vie. Le jour, j'étais Mélusine la contrôleuse de gestion. La nuit, j'étais Mélusine la nettoyeuse. J'ai injecté 50 000 € de mes économies personnelles ce premier mois, juste pour arrêter l'hémorragie. J'ai payé la facture d'électricité pour que les lumières ne soient pas coupées pendant le service du réveillon. J'ai payé le fournisseur de marée qui menaçait de nous faire un procès. Je n'en ai pas fait tout un plat. Je ne voulais pas blesser l'ego fragile de mon père. J'ai juste payé les factures et classé les reçus. Quand le camion de livraison a recommencé à arriver à l'heure, Rodolphe a gonflé le torse. « Tu vois » m'a-t-il dit en tapant sur le comptoir. J'ai dit à ce type de se ressaisir. Il faut juste être ferme avec les gens, Mélusine. Tu apprendras. J'ai mordu ma langue jusqu'au sang. Je ne lui ai pas dit que la seule raison pour laquelle ce type était de retour était parce que j'avais viré 12 000 € depuis mon compte personnel ce matin-là. Tu as raison, papa, ai-je dit. Tu as géré ça. C'était le modèle. Il cassait tout. Je réparais tout. Et il prenait tout le crédit. Je pensais qu'avec le temps, il verrait ma valeur. Je pensais qu'il me remercierait. Quelle idiote j'étais. La situation s'est stabilisée grâce à moi. Le restaurant ne gagnait pas des millions, mais il ne perdait plus d'argent. Et c'est exactement le moment qu'a choisi Oriane pour revenir. Ma sœur Oriane a 26 ans. Elle est belle, charismatique et totalement allergique au travail acharné. Elle avait passé les 4 dernières années à se chercher à Paris, ce qui semblait principalement impliquer de prendre des photos de toast à l'avocat, d'essayer de devenir influenceuse mode et de demander de l'argent à nos parents pour son loyer dans le Marais. Elle est revenue à la maison il y a 6 mois, officiellement parce que Paris était trop toxique, officieusement parce que son copain l'avait mise à la porte et qu'elle était fauchée. Et juste comme ça, la dynamique a changé. Oriane ne se souciait pas des pourcentages de coûts alimentaires ou des lois du travail. Elle se souciait de la vibe. Elle a décidé que le restaurant avait besoin d'un rebranding total. Le héron bleu fait tellement vieux jeu, a-t-elle annoncé lors d'un dîner de famille, en picorant sa nourriture. Nous devons devenir le héron, minimaliste, chic. On doit virer ses nappes à carreaux, mettre de la musique lounge, attirer les jeunes. Les yeux de mon père se sont illuminés. Il adorait les nouvelles choses. Il adorait les objets brillants. Et surtout, il adorait tout ce qui sortait de la bouche d'Oriane. C'est une idée géniale, ma chérie, a-t-il dit. Tu as tellement de goût. Ça coûte de l'argent de rebrander, ai-je dit doucement depuis le bout de la table. Nouvelles enseignes, nouveaux menus, nouveaux uniformes, nouvelle vaisselle. On parle de 20 000 € minimum. On vient juste de repasser dans le vert. On devrait garder cet argent pour la saison basse. La table est devenue silencieuse. Oriane a levé les yeux au ciel.
Tu es toujours si négative, Mélusine. Tu agis comme si l'argent était la seule chose qui compte. Tu n'as aucune vision artistique. La vision ne paie pas les crevettes, Oriane, ai-je craqué. Assez. Mon père a frappé du poing sur la table. Mélusine, arrête de décourager ta sœur. Elle a des idées fraîches. Tu as le nez collé sur tes tableaux Excel depuis si longtemps que tu as perdu de vue la grande image. Oriane sera la directrice artistique. On va le faire. J'ai perdu de vue? J'étais la seule à regarder l'image réelle. Tout le monde regardait un fantasme. Mais le pire n'était pas la dépense. C'était l'humiliation publique. Une semaine avant mon licenciement, il y a eu une soirée pour des investisseurs locaux et des notables de la ville. Oriane avait organisé l'événement. Elle portait une robe de créateur que je savais qu'elle ne pouvait pas s'offrir, riant, tenant une coupe de champagne rayonnante. Je suis arrivée après mon travail, toujours en tailleur, fatiguée, tenant un classeur avec les paix à signer. Mon père était près du bar avec monsieur le maire et quelques banquiers. Il a passé son bras autour des épaules d'Oriane. Et voici Oriane, a-t-il tonné, le génie créatif derrière notre renaissance. Elle a complètement revitalisé l'âme de cet endroit. C'est l'avenir du Héron bleu. Les invités ont hoché la tête, charmés. Oriane rayonnait. Puis, l'un des banquiers m'a vu, debout en retrait, l'air épuisé. « Et qui est-ce » a-t-il demandé poliment. Ma mère, Ghislaine, est intervenue avec un petit rire nerveux, comme si elle s'excusait de ma présence. « Oh, c'est Mélusine, notre aînée » a-t-elle dit avec un sourire condescendant. Elle nous aide un peu avec la comptabilité de temps en temps. Vous savez, elle aime bien compter les centimes. Elle est très terre à accent grave terre. Elle nous aide un peu. Compter les centimes. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je n'étais pas l'investisseur principal. Je n'étais pas la sauveuse. Je n'étais pas la garante de 380 000 euros. J'étais la petite aide comptable ennuyeuse qu'on tolérait. J'ai croisé le regard d'Oriane. Elle m'a fait un petit sourire suffisant, puis s'est tournée pour trinquer avec le maire. À ce moment-là, j'ai su. J'ai su que peu importe combien je donnais, je ne serais jamais assez bien. Je ne serais jamais Oriane. Et pire, ils ne me respecteraient jamais tant que je continuerais à nettoyer leurs dégâts en silence. Arrêtons-nous une seconde. Je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place à ce moment précis. Auriez-vous fait un scandale devant le maire? Auriez-vous jeté le classeur au visage de votre père? Ou auriez-vous fait comme moi, avaler le poison en silence pour préparer une vengeance plus froide? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Team scandale ou team silence? L'humiliation publique était douloureuse, mais c'était la conversation privée qui a scellé leur destin. 3 jours avant le fameux SMS, je suis passée par l'entrée de service de la cuisine pour vérifier les stocks. Il était tard, le service était fini. Je pensais que tout le monde était parti. Mais j'ai entendu des voix venant du bureau. La porte était entr'ouverte. Je me suis figée dans le couloir sombre, l'odeur de poisson froid et de déterge piquant mes narines. C'était la voix d'Oriane. Papa, honnêtement, Mélusine freine tout. Elle a refusé de signer le devis pour les nouvelles chaises en velours. Elle a dit qu'on n'avait pas le budget. C'est ridicule. Comment veux-tu que je transforme cet endroit si je dois demander la permission à une comptable coincée pour chaque dépense de plus de 50 euros? La voix de mon père a répondu, apaisante. Je sais, ma puce, je sais. Mélusine est laborieuse. Elle manque d'ambition. Elle a peur du succès. Elle est jalouse, surtout, à couper ma mère. Elle voit que tu brilles, Oriane, et elle ne le supporte pas. Elle veut garder le contrôle pour se sentir importante parce qu'elle n'a rien d'autre dans sa vie. Pas de mari, pas d'enfant, juste ces petits tableaux Excel. J'ai senti mes poings se serrer si fort que mes ongles ont entamé la peau de mes paumes. Rien d'autre dans ma vie? J'avais sacrifié ma vie pour qu'ils aient la leur. Alors qu'est-ce qu'on fait? A demandé Oriane. Si on veut faire la franchise, on ne peut pas la garder. Elle va tout bloquer. Il y a eu un silence. Puis mon père a dit, d'une voix que je n'oublierai jamais, on n'a plus vraiment besoin d'elle pour la gestion quotidienne.
Les comptes sont à flot grâce aux prêts de la banque. Tant que le nantissement est en place, la banque est contente. On pourrait la mettre de côté. Lui dire de prendre des vacances prolongées. On garde son argent en garantie, mais on lui retire l'accès aux décisions. Exactement, s'est exclamé Oriane. Elle garde son nom sur le papier pour la banque, mais moi je gère le chéquier. C'est parfait. Je vais rédiger un message, a dit mon père. On lui enverra dimanche soir, quand elle sera fatiguée. Elle n'aura pas la force de discuter. Ils ont tous ri. Un rire léger, complice, comme s'ils planifiaient une surprise pour mon anniversaire et non mon éviction politique. Dans l'ombre du couloir, j'ai reculé lentement. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis sortie par la porte de service, je suis montée dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Je n'ai pas mis la radio. J'écoutais juste le son de mon cœur qui se brisait et se recollait instantanément en quelque chose de plus dur, de plus pierreux. Ils pensaient que j'étais juste un portefeuille. Ils pensaient qu'ils pouvaient garder l'argent et jeter la fille. Ils avaient oublié une règle fondamentale de la banque. Quand vous virez le banquier ferme le coffre-fort. Ce dimanche soir, quand le SMS est arrivé, je n'étais pas surprise. J'étais prête. Et quand j'ai cliqué sur « Révoquer », ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Retour au présent. Lundi matin, dans la boulangerie. Mon téléphone vibrait. C'était Monsieur Kermarek. J'ai pris une gorgée de café, j'ai respiré un grand coup, et j'ai décroché. Allô, Monsieur Kermarek ? Mélusine. Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Sa voix tonnait à travers le combiné, couvrant presque le bruit des mouettes. Mes gars sont au quai de livraison. On a 200 kilos de Saint-Jacques et de turbo. J'ai passé la carte de l'entreprise dans le terminal et ça dit refusé, carte confisquée. J'ai réessayé 3 fois. J'ai regardé ma montre. 10h15, la banque avait été rapide. Très rapide. Et ce n'est pas tout, continua Kermarek. Ton père est sorti en hurlant. Il traite mon chauffeur d'incompétent. Il dit qu'il va me faire un procès. Il dit qu'il est riche et que c'est ta banque qui déconne. Mélusine, je ne peux pas décharger sans paiement. Tu le sais. Règle ça. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant la scène. Rodolphe, rouge de colère, gesticulant devant un camion frigorifique, pendant que les poissons commençaient à tiédir. Je ne peux pas régler ça, monsieur Kermarek, dis-je calmement. Je ne travaille plus pour le Héron Bleu. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Quoi ? Mais, tu es la seule qui paie. Plus maintenant. Mon père et Oriane ont décidé hier soir que mes services n'étaient plus requis. Ils ont pris le contrôle total. Si la carte ne passe pas, c'est entre eux et la banque. Tu plaisantes ? Je suis très sérieuse. Si j'étais vous, monsieur Kermarek, je ne déchargerais rien sans espèces en main. Et je doute qu'ils aient 4000 € en liquide dans la caisse. Kermarek a juré un bon coup, un juron breton bien senti. Compris. Je dis au gars de remballer. Désolé pour toi, gamine. Mais pas de sous, pas de poisson. Il a raccroché. Domino numéro 1. Tombé. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le numéro direct du directeur de l'agence bancaire, monsieur Lambert. Mademoiselle Héron, sa voix était tendue, professionnelle mais paniquée. Nous avons reçu une alerte système majeure. Le nantissement sur le compte 405 a été intégralement révoqué cette nuit. C'est exact, répondis-je. Vous réalisez ce que cela implique ? Le découvert autorisé de l'entreprise était garanti à 100% par ses fonds. Le système a automatiquement bloqué tous les comptes de la société ce matin à l'ouverture. Les virements de salaire qui devaient partir à midi sont bloqués. Les chèques émis la semaine dernière vont être rejetés. Je suis au courant des procédures, monsieur Lambert. C'est pourquoi j'ai fait envoyer une notification formelle par maître Cyprien ce matin. Vous devriez l'avoir reçue. Mais, votre père est ici, dans le hall. Il hurle. Il dit qu'il y a une erreur informatique. Il exige de voir le directeur.
Mademoiselle, sans ce collatéral, je dois exiger le remboursement immédiat de la dette courante, qui s'élève à... J'entendais le cliquetis d'un clavier. 284,000 €. Je vous souhaite bonne chance pour les récupérer, monsieur Lambert. Peut-être qu'Oriane a une vision pour payer ça. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro de la banque. Je me suis levée, j'ai laissé un pourboire généreux à la serveuse et je suis sortie. La tempête commençait vraiment. L'après-midi a été un enfer numérique. J'avais mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » pour les appels, mais je voyais les notifications de messages s'empiler sur mon écran verrouillé comme des vagues s'écrasant sur une digue. D'abord, c'était Oriane. 13h04, Mélusine, décroche putain. La banque a bloqué les comptes. On ne peut rien payer. 13h15, c'est quoi ce délire? Papa dit que tu as volé l'argent. Remets-le tout de suite. On a le service de ce soir. 13h40, tu nous ruines. C'est criminel ce que tu fais. Je vais appeler la police. J'ai dû rire à celui-là. Appeler la police? Pour dire quoi? Allô, ma sœur a repris son propre argent légalement? Puis, c'était ma mère. La manipulatrice émotionnelle. 14h20, Mélusine, ton père ne se sent pas bien. Il est tout rouge. Tu veux le tuer? Après tout ce qu'on a fait pour toi? 14h30, le personnel menace de partir. Marceau a éteint les fourneaux. Fais quelque chose. Sois raisonnable. On peut discuter de ton rôle. Peut-être qu'on a été un peu vite. Peut-être qu'on a été un peu vite. Pas d'excuses. Pas de « on a eu tort ». Juste de la négociation de panique. Et enfin, Rodolphe. 15h, je t'ordonne de venir ici. Immédiatement. 15h05, tu es une enfant ingrate. Tu es la honte de cette famille. Si tu ne remets pas l'argent d'ici 16h, ne t'avise plus jamais de te considérer comme ma fille. J'ai regardé ce dernier message. Ne t'avise plus jamais de te considérer comme ma fille. C'était drôle, parce que c'était exactement ce que je voulais. Il me menaçait avec la seule chose que je désirais, la liberté totale. Je n'ai répondu à personne. J'ai conduit jusqu'à la salle de sport. J'ai couru sur le tapis roulant pendant 1 heure, transformant ma colère en sueur. Vers 19h, alors que je rentrais chez moi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai pensé que c'était peut-être un autre fournisseur, mais j'ai décroché. Allô? C'est Marceau. C'était le chef. Sa voix était basse, comme s'il se cachait. Marceau, je suis désolé pour... Ne t'excuse pas, gamine, me coupa-t-il. Tu as bien fait. C'est le chaos ici. On n'a pas eu de livraison de marée. On sert du poisson congelé qu'on a trouvé au fond du congélateur. Les clients renvoient les assiettes. Oriane pleure dans la réserve sèche. Ton père boit du cognac dans son bureau et insulte les serveurs. Et toi? J'ai posé mon tablier à 18h. J'ai dit à l'équipe de cuisine de rentrer chez eux. Sans paix, pas de travail. Le restaurant est vide, Mélusine. Il y a juste tes parents et Oriane, assis dans le noir, à se demander ce qui les a frappés. Merci, Marceau. Non, merci à toi. J'attendais que tu le fasses depuis des années. Fais attention à toi, ton père est en rage. Il a pris sa voiture. Je crois qu'il va chez toi. Mon sang s'est glacé. Mon père, ivre et furieux, en route vers mon appartement. J'étais arrivé chez moi 10 minutes plus tôt. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai fermé les volets. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des coups violents sur ma porte. Mélusine. Ouvre cette porte. Ouvre. Je sais que tu es là. C'était la voix de Rodolphe, pâteuse et tonitruante. Il donnait des coups de pied dans le bois. Les voisins commençaient à sortir sur le palier. Tu as volé mon argent. C'est mon argent. Petite salope ingrate. Je me suis recroquevillée contre le mur du couloir, tremblante. Pas de peur, mais de choc.
C'était mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. Et maintenant, il hurlait des obscénités derrière ma porte parce que je lui avais coupé les vivres. Je n'ai pas ouvert. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 17. Police secours, j'écoute. Bonsoir, il y a un homme ivre qui essaie de défoncer ma porte. Je suis seule et j'ai peur. Je n'ai pas dit que c'était mon père. À ce moment-là, il ne l'était plus. C'était juste un étranger dangereux. La police est arrivée rapidement. J'ai entendu les voix des agents dans le couloir, fermes et autoritaires. Puis la voix de mon père, passant de l'agression à la plainte larmoyante, essayant de jouer la victime. Ils l'ont emmené en cellule de dégrisement pour trouble à l'ordre public. Le lendemain matin, la nouvelle avait fait le tour de la petite communauté de Fécamp. Le grand Rodolphe Héron, arrêté ivre devant chez sa fille. La réputation du restaurant, déjà chancelante, a pris un coup fatal. Les 2 semaines suivantes ont été une lente agonie pour le Héron bleu. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Sans mon argent, la banque a bloqué tous les paiements. Les chèques de salaire ont rebondi. L'équipe entière a démissionné en bloc et a saisi les prud'hommes. Oriane a essayé de sauver la face sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo sur Instagram, pleurant, avec un filtre beauté parfait, racontant comment sa sœur toxique et jalouse avait saboté l'entreprise familiale par méchanceté pure. Elle a essayé de lancer une cagnotte en ligne pour sauver le Héron. C'était une erreur monumentale. Les habitants de Fécamp n'étaient pas dupes. Ils connaissaient Marceau. Ils connaissaient les fournisseurs. Les commentaires sous sa vidéo ont été sauvages. Saboté ? Ta sœur a payé vos factures pendant 3 ans pendant que tu te dorais la pilule à Paris. Payez vos employés avant de demander des dons. Le karma, ma chérie. Le karma. Oriane a supprimé la vidéo après 4 heures. Pendant ce temps, j'ai maintenu un silence radio total. J'ai communiqué uniquement via Maître Cyprien. Chaque demande de mes parents, on a besoin de 5 000 € pour l'avocat, recevait la même réponse standardisée. Ma cliente n'a aucune obligation envers vous. Le coup de grâce est arrivé 1 mois plus tard. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire. La banque a saisi le bâtiment du restaurant ainsi que la maison de mes parents, qui était cautionnée sur un autre prêt que je ne connaissais même pas. Ils ont tout perdu. Absolument tout. J'ai appris par Marceau qu'ils avaient dû vendre leurs meubles en chair. Ma mère a pleuré quand ils ont emporté son piano. Mon père est resté assis sur une chaise en plastique, regardant le vide, un homme brisé par son propre ego. Et Oriane ? Dès qu'il est devenu clair qu'il n'y avait plus d'argent à gratter et que la notoriété était devenue négative, elle a fait ses valises. Elle est retournée à Paris, squattant chez une vague connaissance, laissant nos parents gérer seuls le déménagement et la honte. L'enfant doré n'est resté que tant qu'il y avait de l'or. Dès que c'est devenu de la rouille, elle a disparu. 3 mois ont passé depuis cette nuit fatidique. Je vis toujours à Le Havre, mais plus pour longtemps. J'ai utilisé une partie de mes 380 000 € pour acheter une petite maison en pierre en Bretagne, face à la mer, loin de la grisaille de mes souvenirs. Je n'ai plus parlé à mes parents. Je sais qu'ils vivent maintenant dans un petit HLM en périphérie de la ville. Ils racontent à qui veut l'entendre que je suis une fille dénaturée qui les a ruinés. Ils ne mentionneront jamais le SMS. Ils ne mentionneront jamais le chapeau de fête. Ils ne mentionneront jamais les années où je les ai portés à bout de bras. C'est leur narratif pour survivre, et je leur laisse. Je n'ai plus besoin qu'ils reconnaissent ma vérité. Récemment, j'ai déjeuné avec Marceau. Il a l'air 10 ans plus jeune. Avec l'argent de ses indemnités, que j'ai aidé à sécuriser juridiquement, et un petit investissement de ma part en tant qu'associée silencieuse, il va ouvrir un petit bistrot le mois prochain. Pas de prétention, pas de vision chic, juste de la bonne cuisine et des comptes bien tenus. Il veut l'appeler la revanche. J'ai ri et j'ai suggéré l'indépendance. Parfois, tard le soir, je me demande si j'ai été trop dure. Est-ce que j'aurais dû leur donner un avertissement ? Est-ce que j'aurais dû laisser l'argent 1 mois de plus ? Mais ensuite, je repense à ce moment de clarté glaciale. Je repense à l'émoji d'Oriane. Je repense à la voix de mon père derrière ma porte. Il n'aurait jamais changé. Si j'avais laissé l'argent, il l'aurait drainé jusqu'au dernier centime, et j'aurais fini ruinée avec eux.
En coupant le cordon brutalement, je ne les ai pas tués, je les ai juste obligés à affronter la réalité qu'ils fuyaient depuis des décennies. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire. On ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés, surtout quand ils sont en train de vous noyer pour rester à flot. La famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect. Et quand le respect disparaît, les obligations disparaissent aussi. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais j'ai récupéré ma dignité, mon avenir, et 380 000 euros. Je pense que c'est un échange équitable. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous protéger de votre propre famille? Avez-vous déjà été le banquier ou le sauveur qu'on jette une fois le travail fini? J'aimerais vraiment lire vos histoires. Écrivez-les dans les commentaires, je les lirai toutes. Si cette histoire de justice vous a plu, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la. Parfois, il faut brûler les ponts pour empêcher les ennemis de nous suivre. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, et surtout, protégez vos arrières.